6 février 2009. Stamford, Connecticut, 15h40. L'enregistrement de l'appel au 911 commence à 15h40 32 secondes heure de la côte Est. Une voix de femme affolée s'écriant « Il est en train de tuer mon ami ». En arrière-plan des cris, le répartiteur pose les questions habituelles. Adresse, nature de l'urgence. La plante est incapable de répondre calmement. Elle donne un nom, Travis. Elle dit que c'est un chimpanzé. Le répartiteur marque une pause, se recadre. À ce moment-là, la loi de l'État du Connecticut n'interdit pas la possession privée de primates. Le département de police de Stamford n'a pas de protocole pour ce type de scénario. Les agents en route s'attendent à une dispute domestique, peut être un chien agressif. Ce qu'ils vont trouver au 240 et un Rock Rimon Road est tout autre chose. Un chimpanzé mâle de 90 kg, âgé de 14 ans, debout au-dessus d'une femme dont le visage et les mains ont disparu. L'attaque a duré 12 minutes. Lorsque la première voiture de police arrive, Charles Nash est méconnaissable. Voici le récit documenté de la façon dont un système conçu pour ne rien réglementer a permis à un animal de vivre en dehors de toute limite, et comment l'absence de surveillance a laissé une femme se battre pour sa vie alors que la loi restait silencieuse. Le 21 octobre 1995, un chimpanzé âgé de 3 jours, baptisé Travis par l'éleveur, a été vendu à Sandra et Jérôme Herold de Stamford, dans le Connecticut, pour un montant non divulgué. La transaction était légale. Aucune loi fédérale ne régissait la vente de grands singes à des particuliers. La loi sur le bien-être des animaux de 1966, telle que modifiée, réglementait les soins aux animaux dans la recherche et les expositions, mais exemptait les propriétaires privés qui n'élevaient pas à des fins lucratives ou n'exposaient pas publiquement. La loi de l'État du Connecticut était muette sur la question. Les Herolds n'étaient pas tenus d'obtenir un permis, de passer une inspection ou de démontrer leur connaissance en matière de soins aux primates. La facture indiquait que Travis était un « animal de compagnie » et ne comprenait aucune instruction de soins, aucune mise en garde comportementale, aucune référence à la taille ou à la force de l'animal à l'âge adulte. Sandra Herold, âgée de 60 ans en 1995, était propriétaire d'une entreprise de remorquage prospère. Elle et son mari n'avaient pas d'enfants. Ils traitaient Travis comme leur fils adoptif. Dès son plus jeune âge, il a été élevé à l'intérieur, habillé avec des vêtements humains, nourri à la table familiale et autorisé à dormir dans un lit. Des photos de l'époque montrent Travis en salopette, tenant un gobelet à bec, assis dans une chaise haute. Il était propre. Il a appris à utiliser une souris d'ordinateur, à s'habiller tout seul, à ouvrir le réfrigérateur. Les journaux locaux le présentaient parfois comme une curiosité, le chimpanzé le plus intelligent de Stamford. En 1997, Travis pesait 22 kg. Dans la nature, les chimpanzés sont sevrés à l'âge de 4 ou 5 ans et restent avec leur mère jusqu'à l'adolescence, apprenant des comportements sociaux complexes au sein d'une structure communautaire. Travis n'avait pas cette communauté. Il avait les Herolds. Jérôme Herold est décédé en 2004. Après cela, Sandra et Travis se sont retrouvés seuls. L'absence de réglementation n'était pas une omission, c'était une lacune délibérée. Dans les années 1990, le commerce d'animaux exotiques aux États-Unis était une industrie qui brassait des millions de dollars. Les lobbyistes affirmaient que la possession privée était une question de liberté individuelle. Les organisations de protection des animaux soutenaient que les grands singes, dont les capacités cognitives sont comparables à celles des jeunes enfants, n'étaient pas adaptés à la vie domestique. Le débat n'aboutit à rien. Les États fixèrent leurs propres règles. La plupart n'en fixèrent aucune. Travis a grandi. À l'âge de 10 ans, il pesait 82 kg. Sa force, estimée par les primatologues comme étant 5 à 7 fois supérieure à celle d'un homme adulte, était évidente. Il pouvait ouvrir les portières de voitures, dévisser des couvercles, manipuler des serrures. Sandra Herold le décrivait comme « doux ». Elle l'emmenait faire des courses dans des glaciers, à la fourrière. Il s'asseyait à l'avant de sa voiture. De temps en temps, elle le laissait conduire, s'asseoir au volant avec le moteur éteint et tourner le volant alors que la voiture était à l'arrêt. Des photos de cette scène ont été publiées dans les médias locaux. Personne ne s'en est inquiété. En 2003, le premier signe avant-coureur a été documenté. Travis s'est échappé de la propriété des Herolds
et s'est approché d'une voiture de police. Le policier à l'intérieur a rapporté que le chimpanzé avait ouvert la portière de la voiture, était monté au volant et avait joué avec les commandes. Le policier, surpris mais indemne, a réussi à faire sortir Travis en lui donnant de la nourriture. Un rapport a été rédigé. Aucune mesure n'a été prise. Sandra Herold a été invitée à sécuriser sa propriété. Elle a installé une clôture. Plus tard dans l'année, Travis a attaqué le chien d'un voisin pendant une promenade. Le chien, un petit terrier, était en laisse. Travis, sans laisse et sans surveillance, a attrapé le chien, l'a secoué et l'a jeté. Le chien a survécu, mais a été blessé. Le service de contrôle des animaux a été appelé. Un rapport a été rédigé. Aucune accusation n'a été portée. La loi du Connecticut définit un animal dangereux comme un chien qui a mordu une personne. Travis n'était pas un chien. En 2005, Travis s'est échappé à nouveau et s'est aventuré sur une route voisine. Les automobilistes se sont arrêtés, ne sachant pas comment réagir. Sandra Herold est arrivée et a ramené Travis à la maison. Un autre rapport a été déposé. Toujours aucune mesure n'a été prise. Le cadre juridique était absent. L'appareil réglementaire était absent. La seule réponse a été la documentation, des rapports d'incidents qui ont été classés dans un dossier et y sont restés. En 2008, Travis pesait 90 kg. Ses canines complètement développées mesuraient plus de 2,5 sommets de long. Sa force de morsure était estimée à 880 kg par cm², soit plus du double de celle d'un berger allemand. Il avait atteint sa maturité sexuelle, un stade auquel les chimpanzés mâles sauvages deviennent agressifs et se disputent la domination. Sandra Herold ne percevait pas de menace. Elle l'avait élevé. Il était son enfant. Entre 2003 et 2008, le service de contrôle des animaux de Stamford a reçu 7 appels documentés concernant Travis. 4 concernaient des évasions de la propriété. 2 concernaient des agressions envers des animaux. L'un concernait un incident dans un parc public où Travis, agité par la présence de personnes inconnues, s'était jeté sur une femme et avait tenté de la mordre. Sandra Herold l'avait maîtrisé. La femme avait refusé de porter plainte. Une note dans le registre indique « Le propriétaire déclare que l'animal est normalement docile. L'incident est attribué au stress causé par la foule. » Le schéma était clair pour quiconque lisait le dossier. Une escalade. Chaque incident comportait un risque plus grand, un comportement plus agressif, moins de contrôle. Mais le dossier n'a jamais été compilé dans une évaluation des risques. Aucune agence n'avait le pouvoir de le faire. Le service de contrôle des animaux pouvait répondre aux plaintes, mais ne pouvait pas retirer un animal à moins qu'il ne représente une menace imminente ou qu'il ne viole une ordonnance spécifique. Aucune ordonnance de ce type n'existait pour les primates. Les experts ne sont pas restés silencieux. Le docteur Jane Goodall, primatologue de renom, s'était exprimée publiquement pendant des années sur les dangers liés à la détention de chimpanzés comme animaux de compagnie. Dans une interview accordée en 2008, elle déclarait « Un chimpanzé n'est pas un animal domestique. Il est sauvage, fort et imprévisible, en particulier lorsqu'il est retiré de son groupe social. À mesure qu'il grandit, son comportement devient plus agressif. Le garder dans un foyer humain est dangereux tant pour l'animal que pour les personnes qui l'entourent. » Les avertissements de Goodall ont été repris par la Humane Society, l'American Veterinary Medical Association et les départements de primatologie des grandes universités. La science était unanime. La loi ne l'était pas. Sandra Herold n'était pas mal informée. Elle avait été contactée par des associations de protection des animaux. Elle avait reçu des lettres. Elle les avait ignorées. Dans des interviews, elle insistait sur le fait que Travis était différent. Il avait été élevé comme un humain. Il comprenait le langage. Il regardait la télévision. Il utilisait des outils. Il n'était pas comme les autres chimpanzés. Cette croyance, selon laquelle l'environnement pouvait l'emporter sur la biologie, n'était pas propre à Sandra Herold. C'était une hypothèse courante parmi les propriétaires d'animaux exotiques. Le raisonnement était le suivant. Si un animal est élevé dès son plus jeune âge dans un foyer humain, nourri avec de la nourriture humaine et éduqué selon les comportements humains, il deviendra, en substance, humane. Cette logique comportait une faille fondamentale. Les chimpanzés ne sont pas des pages blanches. Leur comportement est façonné par des millions d'années d'évolution. La domestication, processus par lequel les espèces sont génétiquement modifiées par sélection pour vivre avec les humains, prend des milliers de générations. Travis n'avait pas cette ascendance.
C'était un animal sauvage dans une maison de banlieue. En 2009, Sandra Herold avait 70 ans. Travis en avait 14. Elle n'était plus physiquement capable de le contrôler. Elle le savait. Dans les mois qui ont précédé l'attaque, elle avait commencé à donner des médicaments à Travis, du Xanax, un anxiolytique prescrit aux humains. La posologie est inconnue. Aucune ordonnance n'a été rédigée pour Travis. Sandra Herold s'était procuré ces comprimés pour son propre traitement contre l'anxiété et les avait donnés aux chimpanzés lorsqu'ils semblaient agités. Il ne s'agissait pas d'un traitement approuvé. Les vétérinaires qui ont examiné le cas par la suite ont noté que les benzodiazépines peuvent provoquer des réactions paradoxales chez les primates, notamment une augmentation de l'agressivité. Le 16 février 2009, Sandra Herold a donné à Travis du thé mélangé à du Xanax. Elle a déclaré plus tard aux enquêteurs qu'il avait été agité ce matin-là, faisant les 100 pas et vocalisant. Elle voulait le calmer. Elle n'a pas mesuré la dose. Elle a versé les comprimés dans sa boisson. Travis l'a consommé. Vers 15 heures, l'ami de Herold, Charla Nash, est arrivé à la maison. Nash, 55 ans, connaissait Herold depuis des années. Elle avait déjà rencontré Travis à plusieurs reprises. La visite était routinière. Nash était venu aider Herold à faire des courses. Cependant, Travis a réagi différemment ce jour-là. Lorsque Nash est sorti de sa voiture, Travis, qui était calme quelques instants auparavant, est devenu agité. Il a tourné autour d'elle. Herold l'a appelé. Il l'a ignoré. Puis, Travis a attaqué. La séquence est reconstituée à partir de l'appel au 911, des rapports de police et des dossiers médicaux. À 15h40, Travis s'est jeté sur Nash, l'a jeté à terre et a commencé à la mordre. Il s'en est d'abord pris à son visage, puis à ses mains, puis à son torse. Herold a tenté d'intervenir. Elle a frappé Travis avec une pelle. Il n'a pas arrêté. Elle l'a poignardé avec un couteau de boucher. Il a continué. Elle a appelé le 911. L'attaque a duré 12 minutes. L'enregistrement de l'appel est difficile à écouter. La voix de Herold est paniquée, incohérente. Elle crie le nom de Travis. Elle le supplie d'arrêter. Le répartiteur demande si Nash respire. Herold ne peut pas le dire. En arrière-plan, on entend des bruits, des coups, des bris, des cris d'animaux. Puis, à 15h52, le bruit des sirènes. L'agent Frank Chiafari est arrivé au 240 et un Rock Rimmon Road à 15h52. Son rapport, rédigé plus tard dans la soirée, contient la description suivante. À mon arrivée, j'ai observé une femme adulte allongée dans l'allée, présentant des traumatismes importants au visage et aux mains. Un chimpanzé adulte se tenait debout au-dessus de la victime, très agité. Le propriétaire était sur place et criait. J'ai tenté de donner des ordres verbaux à l'animal. Aucune réponse. L'animal s'est tourné vers le véhicule de patrouille et a commencé à s'avancer vers moi. J'ai perçu une menace imminente. J'ai fait usage de mon arme à feu. Chiafari a tiré 4 coups de feu. Travis a été touché plusieurs fois au torse. Il s'est enfui dans la maison, a grimpé au 2e étage et s'est effondré dans la chambre de Sandra Herold. Il est mort quelques minutes plus tard. L'heure du décès a été enregistrée à 16h05. Charla Nash était encore en vie. Les ambulanciers sont arrivés à 6h. Ce qu'ils ont découvert défiait les protocoles standards en matière de traumatisme. Nash avait perdu son nez, ses lèvres, ses paupières et la majeure partie de la structure osseuse de son visage. Ses 2 mains étaient sectionnées au niveau des poignets. Sa mâchoire était fracturée à plusieurs endroits. Elle avait perdu environ 60% de son volume sanguin. Les médecins l'ont stabilisée, intubée et transportée à l'hôpital de Stamford. De là, elle a été transportée par avion à la Cleveland Clinic, l'un des rares centres médicaux du pays à avoir de l'expérience dans la reconstruction faciale. L'étendue des blessures était sans précédent. Le docteur Maria Siamiono, qui dirigeait l'équipe chirurgicale, a décrit plus tard l'état de Nash comme le traumatisme facial le plus grave que j'ai rencontré en 30 ans de pratique. Nash a subi une intervention chirurgicale de 20 heures cette nuit-là. Ce fut la première d'une douzaine d'opérations au cours des 2 années suivantes. La nouvelle de l'attaque s'est rapidement répandue. Le soir du 6 février, elle faisait la une des journaux nationaux. Des équipes de télévision sont arrivées sur les lieux. Les journalistes ont interviewé les voisins, qui ont décrit Travis comme amical et joueur. Sandra Herold, sous le choc, a fait une brève déclaration. « Il était tout pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Cette phrase sera reprise dans des dizaines d'articles. L'attaque a immédiatement soulevé des questions.
Comment cela a-t-il pu se produire? Pourquoi un chimpanzé de 90 kg vivait-il dans un quartier résidentiel? Qui était responsable? Les réponses n'étaient pas satisfaisantes. Aucune loi n'avait été enfreinte. Aucune réglementation n'avait été violée. Le système n'avait pas failli, car il n'y avait pas de système. La loi de l'État du Connecticut, en vigueur au 16 février 2009, n'interdisait pas la possession de primates. Quelques municipalités avaient leurs propres ordonnances, mais Stamford n'en faisait pas partie. Le département de la protection de l'environnement de l'État avait compétence sur la faune sauvage, mais les chimpanzés, n'étant pas indigènes, n'étaient pas classés comme tels. Ils étaient classés comme animaux exotiques, une catégorie sans définition juridique et sans cadre réglementaire. Sandra Herold n'avait jamais demandé de permis, car aucun permis n'était requis. Elle n'avait jamais été inspectée, car aucun organisme n'avait le pouvoir de le faire. Travis avait vécu pendant 14 ans dans une zone grise juridique, visible de tous, mais réglementée par personne. En quelques jours, les législateurs ont commencé à réagir. La gouverneure du Connecticut, Jody Rell, a qualifié l'attaque de « signal d'alarme ». Le sénateur de l'État, Andrew MacDonald, a présenté un projet de loi d'urgence visant à interdire la possession privée de primates. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée générale du Connecticut le 28 avril 2009 et promulgué le 8 juin 2009. La loi était rétroactive. Les propriétaires actuels de primates étaient tenus d'enregistrer leurs animaux et de se conformer aux nouvelles normes d'hébergement et de sécurité ou de les remettre à un établissement agréé. Mais la loi ne s'appliquait qu'au Connecticut. En 2009, au moins 17 États autorisaient la possession privée de grands singes sans aucune restriction. La législation fédérale, proposée à plusieurs reprises au cours de la décennie précédente, n'avait jamais dépassé le stade des auditions en commission. L'industrie des animaux de compagnie exotiques, soutenue par les éleveurs, les revendeurs et les propriétaires privés, a mené une campagne de lobbying agressive contre la réglementation. Leur argument était cohérent. Les propriétaires responsables ne devaient pas être punis pour les actions de quelques-uns. Les tragédies, disait-il, étaient rares. Elles n'étaient pas rares. Entre 1990 et 2009, au moins 14 attaques commises par des grands singes appartenant à des particuliers ont été documentées aux États-Unis. 4 ont été mortelles, 9 ont entraîné des blessures graves. La plupart n'ont guère retenu l'attention des médias. L'affaire Travis était différente. La gravité des blessures, l'enregistrement de l'appel au 911, le fait que cela se soit produit dans un quartier calme de banlieue, tous ces éléments se sont combinés pour créer un récit impossible à ignorer. Charla Nash est devenu le visage public de cette question. Sa survie, contre toute attente médicale, l'a transformé en symbole. Les photos de ses blessures n'ont pas été publiées, mais des descriptions ont circulé. La réaction du public a été viscérale. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment un système a-t-il pu permettre cela? La réponse était simple. Le système était conçu pour le permettre. En l'absence de réglementation, la propriété privée était la norme. La charge de la preuve incombait à ceux qui voulaient la restreindre et non à ceux qui voulaient l'autoriser. Et tant qu'il n'y avait pas de catastrophe, il n'y avait pas de volonté politique d'agir. Le 6 février 2009 a été le jour de la catastrophe. Le jour où le système, tel qu'il était, n'a plus pu ignorer le risque. Charles Nash est arrivé à la Cleveland Clinic à 20 et 1h30 le 16 février 2009. L'équipe chirurgicale initiale était composée de 18 spécialistes, chirurgiens reconstructeurs faciaux, neurochirurgiens, ophtalmologistes, chirurgiens vasculaires, anesthésistes et infirmières traumatologues. La chirurgienne en chef, le docteur Maria Siemiono, avait été la pionnière des greffes du visage aux États-Unis, réalisant la première greffe quasi totale du visage dans le pays en décembre 2008, 2 mois seulement avant l'arrivée de Nash. L'étendue des blessures de Nash a été consignée dans le dossier chirurgical. Le rapport mentionne une avulsion complète du nez, des lèvres supérieures et inférieures et des tissus périorbitaires, une amputation bilatérale des mains au niveau des poignets, des fractures du maxillaire, de la mandibule et des os orbitaires, des lésions étendues des tissus mous du cuir chevelu, du cou et des épaules, des plaies perforantes à la poitrine et à l'abdomen, et une perte de sang importante, nécessitant la transfusion de 27 unités de globules rouges concentrés. La première intervention chirurgicale a duré 20 heures.
L'objectif n'était pas la reconstruction, mais la stabilisation. Contrôler les saignements, débrider les tissus endommagés, réparer les fractures et refermer les plaies. Le visage de Nash, ou ce qu'il en restait, a été recouvert de greffes et de pansements temporaires. Ses mains, ou plutôt les os et les tissus exposés à l'extrémité de ses avant-bras, ont été traités de la même manière. Elle a été placée dans un coma artificiel afin de gérer la douleur et de prévenir les infections. Au cours des 6 mois suivants, Nash a subi 7 autres opérations chirurgicales. Chacune d'entre elles traitait un aspect différent du traumatisme. Greffes osseuses pour reconstruire la structure faciale, greffes de peau pour couvrir les zones exposées, réparation vasculaire pour rétablir la circulation sanguine et soins dentaires pour reconstruire la mâchoire. Les interventions étaient limitées par la disponibilité des tissus des donneurs et le risque de rejet. Le système immunitaire de Nash, affaibli par le traumatisme et les médicaments, était hyperréactif. Chaque greffe comportait un risque d'échec. En mai 2011, plus de 2 ans après l'agression, Nash est devenu l'une des moins de 2 douzaines de personnes dans le monde à bénéficier d'une greffe totale du visage. Le donneur était une femme anonyme, décédée, dont la famille avait consenti au don. L'opération a duré 20 heures. La greffe comprenait le nez, les lèvres, la peau du visage, les muscles, les nerfs et la structure osseuse sous-jacente. Elle comprenait également les 2 mains. Une double greffe des mains réalisée simultanément avec la greffe du visage, une procédure jamais tentée auparavant. L'opération a été un succès sur le plan technique. Les tissus greffés se sont intégrés, la circulation sanguine a été rétablie et Nash a retrouvé une certaine sensibilité et une certaine mobilité dans son nouveau visage. Mais ce succès était relatif. Elle était aveugle, Travis ayant détruit ses nerfs optiques. Elle ne pouvait pas sentir les odeurs, son sens du toucher était limité. Elle pouvait parler, mais sa voix était altérée. Elle pouvait manger, mais avait du mal à avaler. Les mains transplantées fonctionnaient mal. Au bout de 2 ans, elle a choisi de les faire retirer, car les médicaments anti-rejet provoquaient des effets secondaires graves et les mains n'offraient que peu d'avantages fonctionnels. Le coût des soins médicaux de Nash, au cours des 5 premières années, a dépassé les 20 millions de dollars. Une grande partie a été couverte par l'assurance et des dons. Un fonds a été créé en son nom. Oprah Winfrey a présenté son histoire à la télévision nationale. La réaction du public a été impressionnante. Lettres, dons, messages de soutien. Nash est devenue un symbole de résilience, une femme qui a survécu à l'insurvivable. Mais son dossier médical montre également le prix à payer. Nash a souffert de complications après chaque opération. Elle a développé des infections, rejeté des greffons, subi des lésions organiques dues aux médicaments immunosuppresseurs et enduré des douleurs chroniques. Dans des interviews, elle a décrit l'impact psychologique, cauchemars, flashbacks, dépression. Elle ne pouvait pas se regarder dans un miroir. Elle évitait les lieux publics. Le visage qu'elle voyait, lorsqu'elle pouvait le voir, n'était pas le sien. Dans des rapports de cas publiés, ces médecins ont décrit ces blessures comme dépassant le champ d'application des techniques de reconstruction conventionnelles. Le traumatisme n'était pas seulement physique, mais aussi existentiel. Nash avait perdu non seulement son visage et ses mains, mais aussi son identité. La personne qu'elle était auparavant, Charla Nash, une femme avec une carrière, des loisirs, des relations, avait disparu. Il ne restait plus qu'une patiente, définie par ses blessures, vivant dans un état constant d'intervention médicale. Les conséquences médicales de l'attaque de Travis ont dépassé le cas de Nash. L'affaire est devenue une référence en médecine traumatologique, citée dans des revues et des manuels comme exemple de traumatisme facial extrême. Elle a influencé l'élaboration de protocoles de greffe du visage et soulevé des questions éthiques sur les limites de la chirurgie reconstructive. De telles interventions doivent-elles être pratiquées sur des victimes de traumatisme, même lorsque le résultat n'offre qu'une amélioration fonctionnelle limitée? Quel est le seuil de qualité de vie? Ces questions n'étaient pas abstraites. Elles faisaient partie de la réalité quotidienne de Nash. Avant juin 2009, la loi du Connecticut ne contenait aucune disposition réglementant la possession privée de primates. Le département de la protection de l'environnement du Connecticut, CTDEP, avait autorité sur la faune sauvage indigène, en vertu de l'article 20-41 des lois générales. Mais les chimpanzés, qui ne sont pas indigènes, ne relevaient pas de cette juridiction. Le département de l'agriculture réglementait le bétail
en vertu de l'article 22-326A, mais les primates n'étaient pas classés comme du bétail. Les municipalités pouvaient adopter des ordonnances locales, mais en 2009, seules 4 des 169 villes du Connecticut l'avaient fait. Ce n'était pas une anomalie. Aux États-Unis, la réglementation des animaux exotiques était un patchwork de lois contradictoires et incomplètes. La loi fédérale, en particulier la loi sur le bien-être des animaux, réglementait les soins aux animaux utilisés dans la recherche, les expositions et l'élevage commercial, mais exemptait les propriétaires privés qui gardaient des animaux comme animaux de compagnie. La loi sur les espèces menacées d'extinction, Endangered Species Act, interdisait le commerce de certaines espèces, mais ne limitait pas la possession d'individus élevés en captivité. La loi Lacey interdisait le transport interétatique d'animaux sauvages capturés en violation de la loi de l'État, mais uniquement si une telle loi existait. Il en résultait un système dans lequel la réglementation dépendait entièrement de la géographie. Au Texas, une personne pouvait posséder un chimpanzé sans permis. En Californie, cette possession était interdite. Dans le Connecticut, elle n'était pas réglementée. La charge de la conformité ou de la non-conformité incombait aux propriétaires individuels. Il n'y avait ni registre, ni suivi, ni surveillance. L'affaire Travis a mis en évidence les conséquences de ce vide juridique. Au lendemain de l'attaque, les enquêteurs du CTDEP et du département de police de Stamford ont tenté de déterminer si Sandra Herold avait enfreint une loi. Ils n'en ont trouvé aucune. Sandra Herold n'avait pas obtenu de permis, car aucun n'était requis. Elle n'avait pas enregistré Travis, car aucun registre n'existait. Elle n'avait pas passé d'inspection, car aucun organisme ne procédait à des inspections. La seule infraction potentielle concernait le Xanax, l'administration d'un médicament sur ordonnance à un animal sans autorisation vétérinaire. Mais là encore, il s'agissait d'une zone grise. Aucune loi du Connecticut ne l'interdisait explicitement. Sandra Herold n'a jamais été inculpée. Elle a toutefois été poursuivie en justice. Charles Nash a intenté une action civile en mars 2009, réclamant 50 millions de dollars de dommages et intérêts. La plainte désignait Sandra Herold comme défenderesse et alléguait une négligence. Sandra Herold savait ou aurait dû savoir que Travis représentait un danger. Elle n'avait pas pris les précautions adéquates et son manquement avait entraîné les blessures de Charles Nash. L'affaire a été réglée à l'amiable en 2011. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués, mais les analystes juridiques ont estimé le montant du règlement à plusieurs millions de dollars, payés par l'assurance habitation de Herold. Le procès a soulevé une question cruciale. Si aucune loi n'avait été enfreinte, comment Herold pouvait-elle être tenue responsable? La réponse se trouvait dans le droit de la responsabilité civile, plus précisément dans la doctrine de la responsabilité stricte pour les animaux sauvages. En vertu de la common law, le propriétaire d'un animal sauvage est responsable de tout dommage causé par cet animal, indépendamment de toute négligence ou intention. Le terme clé est « sauvage ». Les animaux domestiques, chiens, chats, bétail, sont soumis à des normes de négligence. Le propriétaire n'est responsable que s'il savait ou aurait dû savoir que l'animal était dangereux. Les animaux sauvages sont soumis à une norme plus stricte. Le propriétaire est responsable simplement parce que l'animal est sauvage. Les chimpanzés, selon la définition juridique, sont des animaux sauvages. Ils ne peuvent pas être domestiqués. Ce principe, établi dans la jurisprudence depuis le XIXe siècle, a constitué la base du procès intenté par Nash. La conviction de Sandra Herold, selon laquelle Travis était différent, n'avait aucune valeur juridique. La loi ne se souciait pas de savoir si Travis avait été élevé à l'intérieur, habillé ou formé à l'utilisation d'un ordinateur. C'était un animal sauvage, et Herold était responsable de ses actes. Mais la responsabilité stricte est un recours civil et non pénal. Elle indemnise les victimes, mais n'empêche pas les incidents futurs. Le seul moyen de prévenir les incidents est la réglementation, des lois qui interdisent ou restreignent la possession avant que des dommages ne se produisent. Et en 2009, de telles lois étaient rares. L'affaire Travis a changé la donne. En quelques mois, le Connecticut a adopté la loi publique 09A6, loi concernant la possession d'animaux potentiellement dangereux. La loi interdisait la possession privée de primates et d'autres espèces spécifiées. Les propriétaires existants étaient tenus d'enregistrer leurs animaux avant le 1er janvier 2010 et de se conformer aux exigences en matière de logement, de sécurité et d'assurance.
Le non-respect de ces exigences constituait un délit de classe D, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 5 000 $ d'amende. D'autres États ont suivi. Entre 2009 et 2012, au moins 9 États ont adopté ou renforcé des lois réglementant les animaux de compagnie exotiques. La législation fédérale, cependant, a été bloquée. La loi sur la sécurité des primates en captivité, présentée au Congrès en 2009, a été adoptée par la Chambre des représentants, mais a été rejetée par le Sénat. Une version révisée a été présentée en 2011, à nouveau adoptée par la Chambre des représentants, mais une fois de plus rejetée. En 2025, aucune loi fédérale n'interdit la possession privée de grands singes. Le vide juridique persiste. Dans certains États, il s'est réduit, dans d'autres, il persiste. Pendant 50 ans, le Dr Jane Goodall et ses collègues du Gombe Stream Research Center en Tanzanie ont documenté le comportement des chimpanzés sauvages. Leurs conclusions, publiées dans des centaines d'articles évalués par des pairs, ont établi que les chimpanzés sont des animaux très intelligents, socialement complexes et, surtout, capables d'une extrême agressivité. Les chimpanzés mâles, en particulier, ont des comportements violents, combats territoriaux, infanticides et attaques mortelles contre leurs rivaux. Ces comportements ne sont pas des aberrations. Il s'agit de stratégies d'adaptation, façonnées par l'évolution, qui augmentent le succès reproductif des mâles. Les travaux de Goodall ont également documenté la structure sociale des communautés de chimpanzés. Les chimpanzés vivent en groupes de 20 à 150 individus, organisés selon une hiérarchie dominante. Les mâles rivalisent pour obtenir un statut social en faisant preuve de force, en formant des coalitions et, si nécessaire, en recourant à la violence. Les femelles forment des liens stables avec leurs petits et quelques proches alliés. L'ensemble du système repose sur des interactions sociales constantes, toilettage, vocalisation, jeu et négociation des relations. Si l'on retire un chimpanzé de ce contexte, son comportement devient imprévisible. Tel était le consensus scientifique en 2009. Ce consensus existait depuis des décennies. Pourtant, l'industrie des animaux de compagnie exotiques et de nombreux propriétaires privés le rejetaient. Leur argument était que les chimpanzés nés en captivité, élevés par des humains, étaient fondamentalement différents des chimpanzés sauvages. Selon eux, l'environnement importait plus que la génétique. Un chimpanzé élevé comme un humain se comporterait comme un humain. Les preuves ne corroborent pas cette affirmation. Des études menées sur des chimpanzés en captivité dans des zoos, des centres de recherche et des maisons privées ont montré que, même s'ils pouvaient apprendre des comportements humains, utiliser des outils, reconnaître des symboles, obéir à des ordres, ils conservaient les traits caractéristiques de leur espèce. En grandissant, en particulier pendant l'adolescence, ils devenaient plus forts, plus affirmés et plus difficiles à contrôler. Leur agressivité augmentait, leur imprévisibilité augmentait, la marge de manœuvre pour une interaction sûre se réduisait. Travis correspondait à ce schéma. Jeune, il était facile à gérer. Sandra Herold pouvait le contrôler à l'aide de récompenses alimentaires, d'ordres verbaux et de contraintes physiques. À l'âge de 10 ans, ce n'était plus le cas. Herold ne pouvait plus maîtriser Travis physiquement. Elle comptait sur sa volonté de coopérer. Or, dans une espèce qui a évolué pour la compétition, la coopération est conditionnelle. Les primatologues qui ont examiné le cas de Travis ont identifié plusieurs facteurs de risque. Premièrement, Travis était un mâle. Les chimpanzés mâles sont plus agressifs que les femelles, en particulier pendant la maturité sexuelle. Deuxièmement, Travis était socialement isolé. Il n'avait pas de père, pas de communauté, pas d'exutoire pour les comportements typiques de son espèce. Troisièmement, Travis bénéficiait de privilèges humains, liberté de mouvement, accès à la maison, participation aux activités humaines qui renforçaient sa perception de son statut. Un chimpanzé qui se considère comme dominant agira pour maintenir cette domination. Enfin, Travis était sous Xanax, un médicament qui, chez les primates, peut provoquer une désinhibition et une agressivité accrue. Cette combinaison était explosive. Le 16 février 2009, quelque chose a déclenché Travis. Peut être le Xanax, peut être l'apparence inhabituelle de Charles Nash, peut être une remise en cause perçue de son statut. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une anomalie. Il s'agissait d'un comportement typique de l'espèce, une démonstration de domination qui a dégénéré en une attaque mortelle. Dans une déclaration faite après l'attaque, le Dr Goodall a déclaré
Cette tragédie aurait pu être évitée. Les chimpanzés ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont des animaux sauvages aux besoins complexes qui ne peuvent être satisfaits dans un foyer humain. En grandissant, ils deviennent dangereux. Cela est connu depuis des décennies. L'échec n'est pas celui de Travis. C'est la nôtre, pour avoir permis que cette situation existe en premier lieu. Sa déclaration a été largement citée, mais aussi largement ignorée. L'industrie des animaux de compagnie exotiques a réagi en mettant l'accent sur la responsabilité des propriétaires et en affirmant que le cas de Travis était une exception. Elle a mis en avant d'autres chimpanzés appartenant à des particuliers qui n'avaient jamais attaqué personne. Ce raisonnement était erroné. L'absence d'attaque ne signifie pas l'absence de risque. Cela signifie simplement que le risque ne s'est pas encore concrétisé. La littérature scientifique soutenait la position de Goodall. Une étude publiée en 2011 dans la revue Animal Welfare analysait 50 ans de données sur les attaques de chimpanzés en captivité. Les auteurs ont constaté que l'agressivité était courante chez les chimpanzés de plus de 10 ans et que les attaques contre les humains concernaient environ 5% des individus en captivité chaque année. Le risque n'était pas hypothétique. Il était mesurable, prévisible et évitable grâce à la réglementation. Mais la réglementation exigeait une volonté politique. Et la volonté politique exigeait une pression publique. L'affaire Travis a fourni cette pression. Pendant un bref instant, la question a été mise en lumière. Puis, à mesure que l'attention des médias s'est estompée, l'élan s'est également éteint. Le titre disait « Une femme mutilée par un chimpanzé de 90 kg dans le Connecticut ». L'article, accompagné d'une photo de la maison de Sandra Herold, décrivait l'attaque avec des détails cliniques, l'appel au 911, l'intervention de la police, la gravité des blessures de Nash. Il citait le maire de Stamford, Dan Malloy, qui qualifiait l'incident de choquant et tragique. Il soulignait l'absence de loi étatique réglementant la possession de primates. Il incluait une déclaration de la Humane Society appelant à une législation fédérale. L'article était publié en première page. Le lendemain, il avait été repris par tous les grands médias américains. Les chaînes d'information en continu en diffusaient des extraits. Les programmes radio en discutaient, les forums en ligne en débattaient. La couverture médiatique était intense et soutenue. Pendant 2 semaines, l'affaire Travis a dominé l'actualité. Le récit qui en est ressorti était simple. Une femme qui aimait trop son animal de compagnie, un animal qui s'en est pris à son ami, un système qui a permis que cela se produise. L'histoire comportait tous les éléments d'une tragédie. Innocence, trahison, souffrance. Elle était personnelle et viscérale d'une manière que la plupart des débats politiques ne sont pas. Mais la couverture médiatique était également sensationnaliste. Les titres des tabloïds qualifiaient Travis de « chimpanzé tueur » et de « monstre ». Certains médias se sont concentrés sur l'horreur de l'attaque. Description des blessures de Nash, extrait audio de l'appel au 911, interview de voisins décrivant « du sang partout ». Le ton était souvent sinistre, privilégiant le choc plutôt que le contexte. Cette approche a eu des conséquences. Elle a attiré l'attention du public, mais elle a également déformé la question. L'affaire Travis ne concernait pas un seul animal dangereux. Elle concernait une défaillance réglementaire qui touchait des milliers d'animaux et les personnes qui les entouraient. En se concentrant sur le spectacle de l'attaque, les médias ont manqué l'essentiel, l'absence systémique de contrôle. Certains médias ont mieux fait. Le Washington Post a publié un article d'investigation sur le commerce des animaux exotiques, documentant le nombre de grands singes détenus par des particuliers aux États-Unis, estimé entre 3 000 et 4 000, et l'absence de réglementation fédérale. Le Los Angeles Times a publié une tribune libre d'un primatologue expliquant pourquoi les chimpanzés ne peuvent pas être domestiqués. La National Public Radio a diffusé une série d'émissions sur les lois relatives au bien, être animal et leur application. Mais il s'agissait là d'exceptions. La plupart des reportages étaient épisodiques et non thématiques. Ils traitaient l'affaire Travis comme un incident isolé, plutôt que comme le symptôme d'un système défaillant. Et à mesure que l'actualité passait à autre chose, crise économique, scandale politique, nouvelle tragédie, la question s'est estompée. La réaction du public a été mitigée. Les défenseurs du bien, être animal, ont vu dans l'affaire Travis la preuve que la possession d'animaux exotiques devait être interdite. Ils ont organisé des pétitions, fait pression sur les législateurs et participé à des talk-shows. Leur message était clair.
Les animaux sauvages ont leur place dans la nature, pas dans les maisons de banlieue. Les propriétaires privés et les groupes industriels ont riposté. Ils ont fait valoir que l'affaire Travis n'était pas représentative. Selon eux, la plupart des propriétaires d'animaux exotiques étaient responsables, bien informés, et attachés au bien-être de leurs animaux. Quelques mauvais acteurs ne devaient pas entraîner des interdictions générales. Ils ont présenté le débat comme une question de liberté individuelle, le droit de posséder des biens, y compris des animaux, sans ingérence du gouvernement. Cet argument a trouvé un écho auprès d'une partie de l'opinion publique, en particulier dans les zones rurales et conservatrices où le scepticisme à l'égard de la réglementation était fort. Mais il n'a pas trouvé d'écho auprès du grand public, dont la plupart trouvaient absurde et dangereuse l'idée qu'un chimpanzé de 90 kg vive dans un quartier résidentiel. Un sondage réalisé en mars 2009 a montré que 72% des Américains étaient favorables à une législation fédérale visant à restreindre la possession de grands singes. Ce chiffre était encore plus élevé, 84% parmi les répondants âgés de plus de 50 ans. La population qui accordait de l'importance à la sécurité, à l'ordre et au bon sens était très largement favorable à la réglementation. Les législateurs en ont pris note. Quelques semaines après l'attaque, des projets de loi ont été présentés dans le Connecticut, à New York et dans le Massachusetts. Le projet de loi du Connecticut a été rapidement adopté. Les autres ont été bloqués, pris dans l'impasse législative habituelle. Audience de commission, amendements, lobbying, retard. La législation fédérale a connu un sort pire encore. La loi sur la sécurité des primates en captivité, présentée en mars 2009, a été renvoyée à la commission judiciaire de la Chambre des représentants, où elle est restée pendant des mois. Des audiences ont été organisées, des témoignages ont été recueillis, les défenseurs ont présenté des données, les représentants de l'industrie ont présenté des objections. Le projet de loi a été adopté par la Chambre en février 2010, mais n'a jamais été soumis au vote du Sénat. Le schéma était familier: indignation publique, action législative, résistance de l'industrie, inertie finale. L'affaire Travis avait créé une opportunité. Cette opportunité s'est refermée. En 2010, les médias s'étaient passés à autre chose. Charles Nash était toujours à l'hôpital, subissant opération après opération. Sandra Herold, poursuivie en justice et vilipendée, s'était retirée de la scène publique. Elle est décédée en mai 2010 d'une rupture d'anévrisme aortique, 15 mois après l'attaque. Travis a été enterré dans un lieu tenu secret. L'histoire était terminée. Mais le problème, lui, ne l'était pas. La réaction du Connecticut à l'attaque de Travis a été rapide. Le 28 avril 2009, 10 semaines après l'attaque, l'Assemblée générale du Connecticut a adopté la loi publique 09A6, intitulée « Loi concernant la possession d'animaux potentiellement dangereux ». Le projet de loi a été présenté comme une mesure d'urgence, contournant la procédure habituelle des commissions. Il a été adopté par la Chambre des représentants par 143 voix contre 2 et par le Sénat par 34 voix contre 1. La gouverneure Jody Rell l'a promulgué le 8 juin 2009. La loi interdisait la possession privée de primates et d'autres espèces spécifiques, notamment les grands félins, les ours et les reptiles venimeux. Les propriétaires existants ont eu jusqu'au 1er janvier 2010 pour enregistrer leurs animaux et se conformer aux nouvelles exigences. Enclos sécurisé, assurance responsabilité civile d'au moins 250 000 $ et inspections annuelles. Les propriétaires qui ne se conformaient pas à ces exigences s'exposaient à des poursuites pénales, un délit de classe D, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. La loi était complète, claire et applicable. Elle a servi de modèle à d'autres États. En l'espace de 2 ans, 9 États ont adopté ou renforcé des lois sur les animaux exotiques, mais leur impact a été limité. En 2009, 17 États autorisaient encore la détention privée de grands singes sans aucune restriction. 14 autres autorisaient la détention avec un permis, mais l'application de la loi était incohérente. Le patchwork persistait. Une action fédérale était la solution évidente. Une interdiction nationale permettrait d'éliminer les lacunes, de créer des normes uniformes et d'empêcher le déplacement des animaux d'un État à l'autre pour contourner la réglementation. La loi sur la sécurité des primates en captivité, présentée en mars 2009 par le représentant Earl Blumenauer de l'Oregon, visait précisément cet objectif.
Le projet de loi modifiait la loi Lacey afin d'interdire le commerce interétatique des primates destinés au commerce des animaux de compagnie. Il n'interdisait pas purement et simplement la possession, mais rendait presque impossible l'acquisition légale d'un primate. Le projet de loi a reçu un large soutien. Il a été approuvé par la Humane Society, l'American Veterinary Medical Association et des dizaines d'organisations de protection des animaux. Il a été contesté par la Zoological Association of America, un groupe industriel représentant les zoos privés et les éleveurs, et le Pet Industry Joint Advisory Council, un groupe de pression représentant les détaillants d'animaux de compagnie. Leurs objections portaient sur 2 points, l'impact économique et la portée excessive. Selon eux, l'interdiction du commerce des primates nuirait aux petites entreprises et porterait atteinte aux droits de propriété. L'argument économique était faible. Le marché des primates de compagnie était restreint. Moins de 500 animaux étaient vendus chaque année aux États-Unis. Les revenus étaient négligeables par rapport à l'ensemble du secteur des animaux de compagnie. L'argument des droits de propriété avait plus de poids. Il faisait appel aux principes libertaires. Le gouvernement ne devrait pas dicter aux gens ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas posséder, en particulier sur leur propriété privée. Le débat s'est déroulé lors d'audiences en commission. Les partisans ont témoigné des risques, agressions contre les propriétaires, souffrances des animaux, problèmes de santé publique. Les primates peuvent transmettre des maladies telles que l'hépatite B et le virus de l'herpès B aux humains. Les opposants ont témoigné de la responsabilité des propriétaires et du faible nombre d'incidents par rapport au nombre de primates détenus à titre privé. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants en février 2010 par 323 voix contre 95. Il a ensuite été transmis au Sénat, où il a été renvoyé à la Commission de l'Environnement et des Travaux publics. Là, il a été bloqué. Aucune audience n'a été programmée. Aucun vote n'a eu lieu. Le projet de loi a été abandonné à la fin de la session parlementaire. Une situation similaire s'est répétée en 2011. Le projet de loi a été réintroduit, adopté à nouveau par la Chambre des représentants, puis bloqué une nouvelle fois au Sénat. En 2012, l'élan s'était dissipé. L'affaire Travis ne faisait plus la une des journaux. L'attention du public s'était tournée vers d'autres questions. La reprise économique, les soins de santé, l'immigration. La réglementation des animaux exotiques n'était plus une priorité. L'échec de la législation fédérale a eu des conséquences. En l'absence de normes nationales, l'application de la loi dépendait des autorités étatiques et locales, dont beaucoup ne disposaient pas des ressources ou de l'expertise nécessaires pour surveiller les propriétaires d'animaux exotiques. Les animaux ont continué à être achetés, vendus et élevés dans des conditions allant de satisfaisantes à déplorables. Les attaques se sont poursuivies. Entre 2009 et 2020, au moins 8 autres incidents impliquant des primates appartenant à des particuliers se sont produits, dont 2 mortels. La réponse politique à l'affaire Travis a montré les limites d'une législation réactive. Les lois ont été adoptées après la tragédie et non avant. Et même alors, la réponse était incomplète. Le système qui a permis à Travis de vivre pendant 14 ans dans une maison de banlieue sans surveillance n'a été que partiellement démantelé. Les lacunes subsistaient, le risque subsistait. En juillet 2010, l'Association américaine des médecins vétérinaires, AVMA, a publié une déclaration de principe intitulée « Propriété d'animaux de compagnie sauvages, exotiques et non traditionnels ». Ce document de 6 pages exposait les raisons médicales, éthiques et pratiques justifiant la restriction de la propriété privée de tels animaux. Le passage clé disait « Les animaux sauvages et exotiques ont des besoins spécifiques qu'il est difficile, voire impossible, de satisfaire dans un environnement domestique. La possession de ces animaux présente des risques pour le bien-être animal, la santé publique et la sécurité humaine. L'AVMA s'oppose à la détention d'animaux sauvages et exotiques comme animaux de compagnie et soutient la législation visant à interdire cette possession. La déclaration a été approuvée par l'Association of Zoos and Aquariums, la Humane Society et plusieurs sanctuaires pour primates. Elle représentait le consensus des communautés vétérinaires et de protection des animaux. Pourtant, elle n'a eu que peu d'effets pratiques. Les déclarations de principe ne changent pas les lois. Elles influencent l'opinion, établissent des normes professionnelles et fournissent un point de référence aux décideurs politiques. Mais elles ne permettent pas, à elles seules, d'éviter les tragédies.
Les questions éthiques soulevées par l'affaire Travis étaient simples. Est-il juste de garder un animal sauvage comme animal de compagnie? Le bien-être de l'animal a-t-il de l'importance? Les risques pour les humains justifiant-ils l'interdiction? Pour la plupart des éthiciens, les réponses étaient tout aussi simples. Les chimpanzés sont des êtres sensibles dotés d'une vie cognitive et émotionnelle complexe. Ils souffrent lorsqu'ils sont privés de contacts sociaux, d'un environnement enrichissant et de la possibilité d'exprimer leur comportement naturel. Garder un chimpanzé dans une maison humaine, l'habiller, le nourrir avec de la nourriture humaine, l'isoler de ses congénères, est une forme de privation. Ce n'est peut être pas intentionnellement cruel, mais c'est néfaste. Sandra Harold ne voyait pas les choses ainsi. Elle aimait Travis, elle pensait lui offrir une belle vie, elle le considérait comme un membre de la famille et non comme un captif. Cette perception était courante chez les propriétaires d'animaux exotiques. Ils anthropomorphisaient leurs animaux, leur attribuant des émotions et des motivations humaines. Ils pensaient que l'amour et les soins suffisaient à satisfaire les besoins de l'animal. Le défaut de ce raisonnement était fondamental. Les animaux ne sont pas des pages blanches. Leurs besoins sont façonnés par l'évolution, et non par les intentions de ceux qui s'occupent d'eux. Un chimpanzé élevé à l'intérieur peut tolérer le contact humain, voire le rechercher, mais il ne cesse pas pour autant d'être un chimpanzé. Sa biologie, sa force, ses instincts sociaux, sa capacité d'agressivité restent inchangés. Les éthiciens ont également pris en compte le côté humain de l'équation. Même en admettant que certains propriétaires puissent fournir des soins adéquats, une proposition discutable, les risques pour les humains étaient indéniables. Les chimpanzés sont forts, imprévisibles et capables d'infliger des blessures graves. L'attaque contre Charles Nash n'était pas la première, et elle ne serait pas la dernière. La question éthique était de savoir si le désir de posséder un animal exotique justifiait le risque pour les autres. Pour la plupart des gens, la réponse était non. La liberté individuelle a des limites. Ces limites sont définies par le préjudice. Le préjudice causé aux autres, le préjudice causé aux animaux, le préjudice causé à la société. Lorsqu'une activité présente un risque important, une réglementation est justifiée. Ce principe sous-tend les lois qui régissent tout, de la conduite automobile à la possession d'armes à feu en passant par la santé publique. La possession d'animaux exotiques ne fait pas exception. Pourtant, ce principe était appliqué de manière incohérente. Dans certaines juridictions, la possession d'un chimpanzé était illégale. Dans d'autres, elle était autorisée. Il en résultait un système dans lequel l'éthique dépendait de la géographie, une situation qui ne satisfaisait personne. L'affaire Travis a également soulevé des questions sur la responsabilité. Qui est responsable lorsqu'un animal attaque? Le propriétaire, l'éleveur, le vendeur, les législateurs qui n'ont pas réglementé. La réponse juridique était claire. Le propriétaire est strictement responsable, mais la responsabilité stricte ne concerne que les conséquences. Elle n'empêche pas le préjudice. La prévention nécessite une approche différente. Réglementation, surveillance, application. Les défenseurs du bien, être animal, ont plaidé en faveur d'une règle simple. Les animaux sauvages ne devraient pas être détenus à titre privé. Ils devraient vivre à l'état sauvage ou, s'ils sont en captivité, dans des installations agréées dotées d'un personnel professionnel qualifié. Cette position était claire, applicable et conforme au consensus scientifique. Les propriétaires privés ont rétorqué que tous les animaux sauvages ne présentaient pas le même risque. Un petit primate, un ouistiti par exemple, était moins dangereux qu'un chimpanzé. Un reptile, même venimeux, pouvait être hébergé en toute sécurité si les précautions appropriées étaient prises. Interdire tous les animaux exotiques, disait-il, était une réaction excessive. Le débat n'a pas été résolu. Il se poursuit encore aujourd'hui. L'affaire Travis a clarifié les enjeux, mais n'a pas tranché la question. Il a toutefois modifié la charge de la preuve. Avant le 6 février 2009, ceux qui souhaitaient restreindre la possession d'animaux exotiques devaient justifier la réglementation. Après cette date, ceux qui souhaitaient l'autoriser devaient justifier le risque. Ce changement était important. Il a modifié le débat. Il n'a toutefois pas changé le résultat. En 2025, les États-Unis n'ont toujours pas de loi fédérale interdisant la possession privée de grands singes. Le 10 mai 2011, Charles Nash a signé un formulaire de consentement pour une greffe totale du visage. Le document, long de 17 pages, décrivait les risques, rejets, infections, défaillances organiques, décès. Il décrivait également les avantages,
restauration de la structure faciale, amélioration de la capacité à manger et à parler, réduction de la douleur. La probabilité de succès était décrite comme incertaine. Nash l'a quand même signée. L'opération a eu lieu le 24 mai 2011. Elle a duré 20 heures. La greffe comprenait le nez, les lèvres, la peau du visage, les muscles sous-jacents et la structure osseuse. Elle comprenait également les deux mains, une double greffe de main réalisée simultanément. Cette intervention était l'une des plus complexes jamais tentées. Seule une poignée de chirurgiens dans le monde avaient les compétences nécessaires pour la réaliser. La convalescence de Nash a été lente et douloureuse. Elle a passé 3 mois à l'hôpital, où elle a suivi des séances de kinésithérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie. Elle a appris à utiliser son nouveau visage, bouger ses lèvres, mâcher, parler. La greffe des mains a été moins réussie. Elles avaient une sensibilité limitée et un contrôle moteur médiocre. Nash avait du mal à accomplir des tâches élémentaires. Saisir, soulever, tenir. Les médicaments anti-rejet ont provoqué des effets secondaires. Lésions rénales, hypertension artérielle, infection chronique. En 2013, 2 ans après la greffe, Nash a pris une décision. Elle a demandé au médecin de retirer les mains greffées. Les médicaments endommageaient ses organes et les mains ne lui apportaient que peu d'avantages. L'opération de retrait a été réalisée en juin 2013. Nash a été équipé de prothèses. Son visage est resté. Il était fonctionnel, mais ce n'était pas le sien. Elle pouvait manger, parler et respirer sans aide. Elle ne pouvait pas voir, ses nerfs optiques ayant été détruits lors de l'agression. Elle ne pouvait pas sentir. Son sens du toucher était limité. Elle a décrit cette expérience comme « vivre dans le corps de quelqu'un d'autre ». Nash a accordé peu d'interviews. Lorsqu'elle l'a fait, elle s'est exprimée calmement, sans amertume. Elle a exprimé sa gratitude envers l'équipe médicale, la famille du donneur et les personnes qui l'ont soutenue. Elle n'a pas parlé de Travis ni de Sandra Herold. Interrogée sur l'attaque, elle a simplement répondu qu'elle ne se souvenait de rien. Le traumatisme avait tout effacé. Le coup psychologique était plus difficile à quantifier. Nash souffrait de dépression, d'anxiété et de stress post-traumatique. Elle avait besoin de soins psychiatriques continus. Sa vie quotidienne était rythmée par les rendez-vous médicaux, les séances de thérapie et la gestion de la douleur. Elle vivait avec sa fille à Boston. Elle ne sortait pas souvent en public. Lorsqu'elle le faisait, elle portait des lunettes de soleil et un chapeau. Les gens la regardaient fixement. En 2012, Nash a intenté un procès contre l'État du Connecticut, réclamant 150 millions de dollars de dommages et intérêts. Le procès arguait que l'État n'avait pas réglementé la possession d'animaux exotiques malgré les risques connus, et que cette négligence avait directement causé ces blessures. L'affaire a été rejetée. Le tribunal a statué que l'État n'avait pas le devoir de protéger Nash contre un animal appartenant à un particulier. Nash a également demandé une indemnisation au Fonds d'aide aux victimes créé par la législature du Connecticut. Ce fonds fournissait une aide financière aux victimes de crimes violents. La demande de Nash a été rejetée. Selon les administrateurs du fonds, l'attaque ne pouvait être qualifiée de crime violente, car Travis était un animal et non une personne. Ces décisions étaient juridiquement défendables, mais moralement troublantes. Nash avait été gravement blessé en raison d'une défaillance réglementaire. Pourtant, le système n'offrait aucun recours au-delà du procès civil contre Sandra Herold, qui avait déjà été réglé. Nash s'est retrouvé confronté à une vie marquée par des interventions médicales, des fonctions limitées et des douleurs constantes, sans aucune reconnaissance de la part de l'État qui avait permis cette situation. Son histoire est devenue un symbole. Les défenseurs de la réglementation des animaux exotiques ont cité son cas dans des témoignages, des éditoriaux et des campagnes de collecte de fonds. Son image, ou plutôt des photos soigneusement choisies d'elle avant l'attaque, est apparue sur des pétitions et des affiches. Elle était en quelque sorte le visage public de cette question, mais elle n'avait pas cherché à jouer ce rôle. Elle cherchait seulement à se rétablir, à s'adapter, à vivre. En 2015, Nash avait subi 17 opérations chirurgicales. Elle avait passé plus de 400 jours à l'hôpital. Elle avait perdu sa carrière, son indépendance, son visage, ses mains et sa vue. Ce qu'elle avait gagné, c'était la survie. Et la survie, avait-elle déclaré dans une interview, lui suffisait. Entre 2009 et 2020, le Service américain des pêches et de la faune sauvage a enregistré 43 incidents impliquant des animaux exotiques appartenant à des particuliers,
dont 8 attaques par des grands singes. 2 d'entre elles ont été mortelles. Ces données proviennent des agences étatiques chargées de la faune sauvage, des rapports de police et des comptes rendus des médias. Le nombre réel était probablement plus élevé. De nombreux incidents n'ont pas été signalés, en particulier ceux qui ont entraîné des blessures légères ou des dommages matériels. Le risque n'était pas hypothétique. Il était réel, mesurable et permanent. Chaque incident suivait un schéma similaire. Un animal élevé comme animal de compagnie, souvent depuis des années, attaquait soudainement. Les déclencheurs variaient stress, maladie, stimuli inconnus, mais le résultat était toujours le même, blessures graves ou mort. En 2010, une femme de l'Oklahoma a été attaquée par son chimpanzé de compagnie, ce qui lui a coûté plusieurs doigts. En 2014, un homme en Californie a été tué par son lion domestique. En 2006, un enfant en Floride a été mordu par un babouin appartenant à un particulier. Ces cas étaient géographiquement dispersés, juridiquement distincts et individuellement rares, mais collectivement, ils illustraient un problème systémique. L'absence de réglementation permettait à des animaux dangereux de vivre à proximité immédiate des humains, avec des résultats prévisibles. Le commerce d'animaux exotiques a continué. Des marchés en ligne proposaient des primates à la vente, souvent sans vérifier les qualifications de l'acheteur ou la légalité de la transaction. Les prix variaient entre 5 000 et 50 000 $ selon l'espèce et l'âge. Les vendeurs commercialisaient les animaux comme étant adaptés aux familles et bien socialisés. Peu d'entre eux mentionnaient les risques. Aucun ne proposait de formation sur les soins ou le comportement des primates. Les refuges pour animaux exotiques ont signalé une augmentation du nombre d'admissions. Beaucoup d'animaux ont été abandonnés par des propriétaires qui ne pouvaient plus s'en occuper, soit parce qu'ils étaient devenus trop agressifs, trop coûteux ou trop difficiles à gérer. Certains refuges étaient saturés et ne pouvaient plus accepter de nouveaux animaux. Il en a résulté une population de primates sans abri, vivant dans des conditions inadéquates ou euthanasiés. Le problème ne se limitait pas aux primates. Les grands félins, les ours, les reptiles et d'autres espèces exotiques étaient également touchés. Le problème sous-jacent était le même, un vide réglementaire qui permettait aux gens d'acquérir des animaux dont ils n'étaient pas en mesure de s'occuper. Les conséquences attaques, négligence, souffrance étaient inévitables. Les efforts pour résoudre le problème se sont poursuivis. La loi sur la sécurité publique relative aux grands félins, présentée au Congrès en 2012, visait à restreindre la possession privée de lions, de tigres et d'autres grands félins. Elle a été adoptée par la Chambre des représentants en 2020, mais a été bloquée au Sénat. La loi sur la sécurité des primates en captivité a été présentée à plusieurs reprises, mais a échoué à chaque fois. La législation fédérale semblait politiquement irréalisable. Les mesures prises par les États ont été plus efficaces, mais inégales. En 2020, 23 États avaient adopté des lois réglementant ou interdisant la possession privée d'animaux exotiques. 27 autres n'en avaient pas. Le patchwork persistait. Un animal illégal dans un État pouvait être légalement possédé de l'autre côté de la frontière. L'application de la loi était incohérente. Les sanctions étaient souvent minimes. Il en résultait un système qui ne satisfaisait personne. Les défenseurs du bien, être animal, voulaient des lois plus strictes. Les propriétaires privés voulaient moins de restrictions. Les législateurs voulaient que la question disparaisse. Et les animaux, des milliers d'entre eux, vivant dans des caves, des arrière-cours et des eaux routiers, restaient pris au milieu. L'affaire Travis avait créé une dynamique de changement. Cette dynamique s'était estompée. En 2020, l'attaque n'était plus qu'une note de bas de page dans l'histoire, dont se souvenaient les personnes directement touchées, mais que la plupart du public avait oublié. Le problème systémique restait entier. En janvier 2013, le Government Accountability Office, GAO, des États-Unis, a publié un rapport intitulé Wildlife Trafficking and Domestic Sale of Certain Protected Species, Trafic d'animaux sauvages et vente nationale de certaines espèces protégées. Ce rapport examinait le commerce d'animaux exotiques, y compris les grands singes, et constatait d'importantes lacunes dans la surveillance fédérale. Principale conclusion. La loi sur le bien, être animal, réglementait les commerçants et les exposants, mais pas les propriétaires privés. La loi sur les espèces menacées d'extinction limitait le commerce de certaines espèces, mais n'interdisait pas leur possession. Et l'application de la loi était incohérente en raison de ressources limitées et de frontières juridictionnelles floues. Le rapport formulait 3 recommandations. 1. Modifier la loi sur le bien.
être animal afin d'y inclure les propriétaires privés. Augmenter le financement destiné à l'application de la loi. Et 3. Créer un registre fédéral des animaux exotiques. Aucune de ces recommandations n'a été mise en œuvre. L'inaction n'était pas due à l'ignorance. Les risques étaient bien documentés. Les données scientifiques étaient claires. Le public soutenait la réglementation. Pourtant, le système n'a pas changé. Pourquoi? La réponse réside dans la structure du processus législatif américain. La législation fédérale nécessite un consensus entre plusieurs commissions, les deux chambres du Congrès et le pouvoir exécutif. Le processus est lent, vulnérable à l'obstruction et favorable au statu quo. Le lobbying de l'industrie, les différences régionales et les divisions idéologiques contribuent tous à l'inertie. Dans le cas de la réglementation sur les animaux exotiques, les obstacles étaient particulièrement importants. La question était marginale, touchant un petit nombre de personnes et un nombre encore plus restreint d'animaux. Elle ne suscitait pas l'attention soutenue du public. Elle ne bénéficiait d'aucun soutien puissant en faveur du changement. Et elle se heurtait à l'opposition organisée des éleveurs, des négociants et des propriétaires privés qui ont présenté le débat en termes de liberté individuelle et de droit de propriété. Le résultat était prévisible. Des progrès graduels au niveau des États, un échec au niveau fédéral et un ensemble disparate de lois, laissant des lacunes suffisamment importantes pour que des tragédies se produisent. L'affaire Travis aurait dû marquer un tournant. Tous les éléments étaient réunis. Une victime sympathique, un coupable évident, l'absence de réglementation et une solution simple, adopter une loi. Mais les tournants nécessitent un suivi. Ils nécessitent une pression soutenue, une volonté politique et l'alignement des intérêts. Rien de tout cela ne s'est produit. En 2015, la question avait disparu de la conscience publique. Charla Nash poursuivait son rétablissement. Sandra Herold était décédée. Travis n'était plus qu'un souvenir. Les lois qui avaient permis cette situation étaient restées pratiquement inchangées. Les leçons étaient claires, mais elles n'ont pas été apprises. Les animaux sauvages ne sont pas des animaux de compagnie. La réglementation prévient les dommages. L'absence de réglementation permet les dommages. Ces vérités n'étaient pas complexes. Pourtant, le système, conçu pour exiger un consensus avant d'agir, n'a pas su les traduire en politique. Le cas de Travis n'était pas unique à cet égard. L'histoire américaine regorge d'exemples similaires. Risques connus, dommages documentés, appel à la réglementation et inertie législative. La peinture au plomb, l'amiante, le tabac, les armes à feu, tous ont suivi le même parcours. La différence résidait dans l'ampleur du phénomène. La question des animaux exotiques de compagnie touchait moins de personnes et générait moins de pression politique. Elle était plus facile à ignorer. Et c'est ainsi qu'elle a été ignorée. Le rapport du GAO a été classé, les recommandations ont été notées, et rien n'a changé. En janvier 2010, la ville de Stamford a adopté une ordonnance locale interdisant la possession de primates dans les limites de la ville. Cette ordonnance était symbolique, la loi de l'État du Connecticut ayant déjà interdit cette possession, mais elle avait du poids. Il s'agissait d'une reconnaissance publique, par la communauté où l'attaque avait eu lieu, que le système avait échoué et qu'une action locale était nécessaire. L'ordonnance était brève, 3 paragraphes, moins de 200 mots. Elle stipulait simplement que les primates représentaient un risque pour la sécurité publique et étaient donc interdits. Les infractions étaient passibles d'amende et de la confiscation de l'animal. L'ordonnance a été adoptée à l'unanimité. C'était un petit geste, mais il avait son importance. Il disait « Nous nous souvenons, nous avons appris, nous ne laisserons pas cela se reproduire ». Charla Nash, en 2025, continue de vivre à Boston. Elle a 71 ans, elle a besoin de soins médicaux continus et reste aveugle. Elle n'a pas donné d'interview publique depuis 5 ans. Sa fille, dans une brève déclaration à un journaliste en 2023, a déclaré que Nash allait aussi bien que possible et souhaitait qu'on la laisse tranquille. La maison de Sandra Herold, située au 240 et 1 Rock Rimmon Road, a été vendue en 2011. Les nouveaux propriétaires n'ont pris connaissance de son histoire qu'après l'achat. Ils y vivent tranquillement depuis. Le corps de Travis a été incinéré. Les cendres n'ont pas été rendues à Sandra Herold. On ignore où elles se trouvent. Le patchwork réglementaire persiste. En 2025, 19 États autorisent la possession privée de grands singes sans permis.
La législation fédérale n'a pas progressé. Le commerce d'animaux exotiques se poursuit. L'affaire Travis est citée dans des mémoires juridiques, des articles universitaires et des documents politiques. Elle figure dans des manuels sur le droit animalier et le droit de la responsabilité civile. Elle sert de référence, d'avertissement, de symbole de l'échec réglementaire, mais elle ne fait plus l'actualité. Le public est passé à autre chose. Pourtant, cette affaire laisse un héritage discret. Elle a modifié les lois du Connecticut et de 8 autres États. Elle a influencé les protocoles médicaux relatifs aux traumatismes faciaux. Elle a contribué au développement des techniques de greffe du visage. Elle a sensibilisé, même brièvement, aux risques liés à la possession d'animaux exotiques. Plus importante encore, elle nous rappelle que les systèmes sont importants. La réglementation est importante, la surveillance est importante. L'absence de ces éléments permet au risque de s'accumuler, sans être remarqué ni traité, jusqu'à ce qu'une catastrophe se produise. Ensuite, après coup, nous nous demandons comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu être autorisé? Dans l'affaire Travis, la réponse était claire. Cela a été autorisé parce que personne ne l'a empêché. Aucune loi ne l'interdisait. Aucune agence ne le surveillait. Aucun système n'existait pour l'empêcher. L'échec n'était pas individuel, mais structurel. Et les conséquences n'ont pas été supportées par le système, mais par ceux qui en faisaient partie. Charla Nash, dont la vie a été brisée, Sandra Herold, qui a tout perdu, et Travis, qui est mort en faisant ce qu'il était, par nature, capable de faire. La tragédie n'est pas que Travis ait attaqué. La tragédie est qu'il ait été en mesure de le faire.